L'amour de la lecture, c'est un style de vie. C'est aussi une source de connaissances. C'est aussi en lisant que l'on peut trouver, on peut voir comment les sociétés ont évolué. C'est en lisant aussi qu'on peut trouver quelques remèdes que les gens ont trouvé à des problèmes. On ne peut pas connaître tout. On a toujours besoin d'apprendre des choses. Les amateurs et amatrices de l'émission Somme Soubi, bonjour et bon après-midi selon l'endroit où vous êtes. L'invité du jour est le maître Christophe Nyongen Dako. Dans l'émission précédente, il nous a partagé le livre de Sébastien Katihabga, Magoum et le fonctionnaire. Aujourd'hui, il va nous présenter les recherches faites sur l'accueil des enfants orphelins dans les familles titrices après la mort de leurs parents. Je vous réaccueille, Christophe, dans l'émission Somme Soubi. Je suis ravi d'être encore une fois dans cette activité, dans cette émission pour partager les travaux de ma recherche dans la commune de Makamba en ce qui concerne la condition des orphelins bénéficiaires d'une aide humanitaire. Merci. Je vous remercie. Avant d'entrer dans l'émission proprement dite, nous voulons savoir qui est le maître Christophe Nyongen Dako. Merci. Je suis de nationalité burundaise. Sur le plan académique, je suis détenteur d'un diplôme de master en socio-anthropologie délivré par l'Université du Burundi en l'an 2023. Du côté professionnel, je travaille dans le monde médiatique. Aussi, j'ai commencé le monde académique. J'ai déjà presté comme enseignant dans une université d'ici à la capitale économique. Je compte encore une fois élargir mon choix professionnel. Est-ce que vous pouvez procéder au résumé du contenu de votre recherche? Oui, j'y vais. L'ouvrage que je vais partager aujourd'hui, c'est le résultat d'une recherche académique. Je l'ai fait dans le but d'obtenir un diplôme de master en socio-anthropologie. Le travail que j'ai fait, ça consiste à mettre en relief ou bien mettre en surface la condition des orphelins bénéficiaires d'une aide humanitaire dans la province de Makamba. Dans cette recherche, les intervenants sont de trois sortes. Il y a en premier lieu les familles titrices. Si je vais avec l'explication, la famille titrice, c'est une famille qui décide d'accueillir un enfant après la mort de ses parents. Les orphelins bénéficiaires d'une aide, comme c'est mentionné dans l'ouvrage, c'est que ce sont ces enfants dont les parents sont morts et comme les parents sont partis très tôt, les enfants ont l'avantage ou bien se retrouvent dans une famille autre que la leur, dans une famille qui n'est pas celle où ils sont nés. Alors, c'est soit chez ses parents, non, c'est les grands-parents, grand-père ou grand-mère, soit chez les tantes, chez les oncles ou bien les grands frères. Normalement, comme nous devons des recherches faites en France, normalement la famille titrice, ça ne doit pas avoir des relations de sang avec l'enfant hébergé, non. Mais dans le contexte de notre recherche, nous avons trouvé que ce qu'on appelle la famille titrice, ça diffère du cas de la France. Chez Abana Makamba, les familles que nous avons pu contacter à Makamba, en majorité, les enfants sont hébergés par les gens, les membres proches de leur famille, alors qu'ils portent la dénomination de famille titrice. La deuxième catégorie des intervenants, c'est l'association
Abana Makamba, ou bien le centre Abana Makamba. C'est une organisation caritative qui est investie dans le service aux orphelins. C'est une organisation, c'est une maison qui s'est donnée comme travail ou devoir d'assister les orphelins en situation de malheur, en situation de difficulté. Comme je l'ai dit, les intervenants sont de trois formes. Il y a en premier lieu les orphelins en soi, les orphelins en premier lieu, en deuxième lieu les familles tutrices et en troisième lieu l'organisation caritative, l'organisation qu'on appelle Abana Makamba. Si j'essaie de brosser quelque chose à propos, c'est que l'association Abana Makamba, elle a été fondée en 1993 grâce à l'initiative des Français qui étaient en mission au Burundi. Et puis, comme ces temps-là, en 1993, ça s'est vissé. Il y a le sida qui a emporté beaucoup plus de vies humaines. Les parents pouvaient mourir. Ils se retrouvaient que les parents sont tous décédés et que les enfants restent délaissés, restent déshérités, sans assistance. Aussi, en 1993, vous savez, dans le contexte sociopolitique du Burundi, s'est éclatée la guerre. Après, vous savez, à cause de la guerre, les gens meurent en grand nombre. C'est ça les mobiles qui ont fait que l'association Abana Makamba existe au sud du Burundi. Merci, Monsieur Christophe. Dans quel contexte avez-vous pensé à faire des recherches sur l'intégration des enfants orphelins dans les familles tutrices après la mort de leurs parents disants? Merci pour la question. L'objectif qui m'a poussé à travailler sur cette thématique, c'est que dans les sciences sociales, nous travaillons sur les faits de la société, en d'autres mots, les faits sociaux. Alors, il y a dans la société, il y a l'homme ou bien l'individu. Alors, l'homme a des relations avec ses semblables. Nous croyons que si quelqu'un ou bien un homme a mis au monde un enfant, ce sont deux personnes différentes. Ça nécessite une étude quand vous sentez que quelqu'un a mis au monde un enfant et puis il décède ou bien il meurt aussi très tôt. Vous savez, la santé de l'enfant dans la société du Burundi, c'est on accorde beaucoup plus d'attention à l'enfant. Les grands chercheurs, ou bien soit dans la vie coutumière, ou bien dans la vie communautaire, aussi dans le monde scientifique, on aborde toujours, on montre que dans la société du Burundi, l'enfant est vu comme un trésor, l'enfant est vu comme une richesse, l'enfant est vu comme un don de Dieu, l'enfant est vu comme un légataire testamentaire. Quelqu'un qui a un enfant, il vous assure qu'il trouve quelqu'un qui va le remplacer dans la société. Il va se dire, eh bien voilà, même si je quitterai cette terre, j'aurai une image de moi, mon image qui va me remplacer au moment de mon absence. Alors, l'enfant est une richesse. C'est aussi un être doux et sans défense. Vous savez, si un enfant, on lui fait du mal, il est relativement innocent. Il y a des enfants qui ne peuvent pas comprendre que vous lui faites une mauvaise action, que vous lui montrez un mauvais cœur. C'est différent aux adultes. Et un adulte, même si vous lui faites un message à l'aide du visage seulement, ou bien à l'aide d'un regard, il peut se dire quelque chose. Mais les bébés, vraiment, vous le connaissez vous aussi, ils ne connaissent pas grand-chose à propos de la méchanceté ou bien, comment dirais-je, les faux agissements qui se manifestent dans la communauté. Alors, sous un autre volet, les enfants, c'est une partie de la population. La population, c'est quelque chose de plus cher que le pays possède. Toutes les politiques nationales et internationales qui peuvent avoir lieu, c'est pour favoriser la bonne vie des citoyens. En d'autres mots, ces citoyens, c'est en d'autres mots la population. Alors,
Comme au niveau des Nations Unies, on travaille sur les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Aussi, au niveau national, il y a la vision 2040 et 2060. Ça aussi, ça contient de bonnes choses pour l'évolution ou bien le développement des populations. Là-dedans, dans cette population, il y a une composante de cette dernière qui est quoi? Qui est les orphelins. Les orphelins, s'ils ne sont pas mieux traités, s'ils ne sont pas bien, je dirais comment, si leur condition, leur vie n'est pas prise au sérieux, c'est que les objectifs que nous voulons atteindre seront voués à l'échec. C'est ça l'essentiel des objectifs ou bien des motivations qui m'ont poussé à travailler sur ce sujet. Dans votre recherche, vous avez cité certaines ambitions qui poussent certaines personnes à élever l'enfant orphelin dont leurs parents sont décédés. Alors, qui est à l'origine de ces ambitions? Merci beaucoup. La mort, c'est quelque chose de plus terrible chez les humains. Mais ici au Burundi, dans le temps, quand une personne est morte, nous suivons tous à l'intérieur du pays, il y a des gens qui poussent des cris de malheur, des cris d'angoisse, Induru en Kirundi. Il y a aussi d'autres qui peuvent rester calmes, mais manifestement, vous les voyez qu'ils ne sont pas bien à l'aise. Pourquoi? Il y a un être cher qui est parti. Après la mort, alors, après le départ de cet individu, de cette personne bien aimée, il reste alors le problème, son enfant, comment est-ce qu'il va vivre? Il y a des membres proches de cet enfant qui vont essayer. Ils vont essayer de faire le mieux possible en vue de créer ou bien en vue de réintégrer cet enfant dans une autre forme de vie dont il n'était pas habitué. Comme nous sommes créés dans la diversité. Vous pouvez être appelé Murundi ou bien Congolais alors que vous n'avez pas le même tempérament ou bien les mêmes agissements. Il y a ceux qui peuvent voir dans la mort ou bien dans cette situation de l'enfant qui est devenu un orphelin de façon inattendue. Il y a des gens qui peuvent y trouver intérêt à faire quoi, je dirais, à escroquer les membres de cet enfant, promettant les aides afin que cet enfant trouve la stabilité ou bien la paix. Il y a d'autres qui essaient de faire quelque chose afin de rendre heureux cet enfant. Par exemple, il y a des familles pauvres. Imaginez-vous une maman ou bien un papa qui est parti avec seulement 2 enfants. Vous sentez que ce sont des jeunes gens qui sont morts laissant de petits-enfants sur terre ou bien dans la communauté. Il y a des papas, des grands-pères qui ne sont pas aussi nantis comme on le pense, mais qui acceptent d'accueillir ces enfants, de leur tenir en compagnie et essayer de leur donner le minimum de choses pour que ces enfants trouvent l'honneur ou bien grandissent dans la dignité. Il y a aussi d'autres familles qui ne sont pas pauvres, mais qui sont animées dans notre esprit de matérialiste. Par exemple, selon les travaux que nous avons faits à Makamba, il y a des familles qui peuvent entendre qu'il y a une maman qui est décédée à l'hôpital en train d'accoucher. Et rapidement, ces personnes se décident d'aller à l'hôpital ou bien au service administratif qui est appelé. Il y a un service qu'on appelle le CDFC, le Centre pour le développement des familles et communautaires, pour demander
adresser leurs demandes aux gens assez responsables. Et bien voilà, nous avons entendu une maman est morte en train d'accoucher, elle a mis au monde un bébé qui n'est pas... Actuellement, il n'a pas de maman, il n'est pas en compagnie de personne. Et puis, nous sommes des âmes charitables. Accordez-nous la permission d'aller héberger cet enfant. Nous allons faire le tout possible pour que cet enfant trouve la dignité au milieu de notre famille. Ça, innocemment, ces services du CDFC leur accordent l'enfant. Oubliant ou bien ne sachant pas qu'il y a un agenda caché derrière. Selon les travaux que nous avons pu réaliser à Makamba, nous avons appris qu'il y a des gens normalement qui remplissent la fonction qu'ils ont promise avant. Mais il y a d'autres personnes qui accueillent les enfants, envie de les adopter, afin que les organisations caritatives, les ONG, au moment où elles amènent les aides, fait que ces familles qui se targuent d'être charitables, qu'elles puissent profiter du moment pour accumuler les aides et puis les prendre en possession et les aider et les distribuer aux enfants. Au cas, ça c'est la première option. Mais la deuxième option qui n'est pas toujours dite, c'est que ces personnes se permettent de gérer comme elles veulent ces aides attribuées aux enfants. Comme nous nous sommes rendus sur le terrain, il y a des témoignages qui disent qu'il y a de ces familles qui, au cas où les aides sont disponibles, tiennent bien les enfants. Les enfants sont gâtés quand les aides sont disponibles. Mais au moment où les aides se font rares, c'est que les enfants sont tourmentés, ne sont pas bien tenus. En poursuivant toujours ces témoignages, il y a des cas où ces enfants sont extradés ou bien sont repudiés. Alors, devant ce phénomène, le phénomène qui est quoi? Qui est ce fait d'être chassé de la famille ou bien d'être mal tenu, il y a les capacités ou bien les stratégies de résilience adoptées par ces enfants, même étant à l'école fondamentale ou bien primaire, si on se permet de le dire. Imaginez-vous un enfant de 5e année ou bien de 6e année, après avoir constaté qu'il n'est pas le bienvenu dans cette famille qu'il avait accueillie depuis sa tendre enfance. Les garçons surtout, ils prennent la décision de quitter la famille aussi, prendre le départ vers la Tanzanie en vue de chercher l'emploi. Ça, c'est le volet autonomisation économique. Comme les filles pensent très tôt au mariage, elles peuvent trouver les hommes qui leur demandent la main et puis elles font le mariage, même précocement. Ça c'est un problème aussi des mariages précoces. Aussi, dans notre travail de recherche, nous avons pu constater qu'il y a un autre problème de conflits fonciers à cause de ces enfants, de ces filles qui font le mariage précoce ou bien le mariage illégaux. Qui dit mariage précoce, c'est déjà illégal. Quand vous n'avez pas encore atteint l'âge de mariage, l'âge légal de vous marier, c'est que vous êtes parti en cachette ou bien vous avez fait une tricherie. Alors, votre union n'est pas enregistrée dans les services de l'état civil. Le problème qui surgit, c'est que la famille, ce n'est pas une seule personne. Si ces gens, ou bien la femme surtout, quand elle tombe malade, elle trouve une maladie qui n'est pas aussi rapidement guérissable, c'est que la famille rejette la femme. La femme a déjà à son actif 2 enfants. Elle est chassée avec ses enfants, elle rejoint le rougot de son père. Alors que traditionnellement, nous connaissons que les garçons, ce sont elles, non plutôt, ce sont eux, les garçons,
qui normalement devaient hériter de la propriété foncière de leur papa. Les voilà, ils rencontrent leur sœur revenue qui a quitté la famille, qui a quitté son rougo pour rejoindre la famille de son papa. Et il se remarque des problèmes de quoi, comment il va partager la propriété foncière. Vous savez, au Burundi, la majorité des gens vivent de l'agriculture. Ces familles sont je dirais quoi, dans les problèmes de comment diviser, comment attribuer la propriété foncière à la fille qui a été chassée de sa famille et aux enfants qu'elle a amenés. Nous avons pu enregistrer beaucoup de témoignages où il y a beaucoup. Je dirais c'est un grand chapitre. Je me limite par ça. Je vous remercie. Mais Christophe, vous avez souligné que si les bienfaiteurs ou d'autres stops, c'était assistance octroyée à la famille qui est en possession d'un enfant orphelin, cet enfant risque de subir des conséquences. Alors, quel est votre remède que vous proposez? Oui, merci. Comme nous l'avons soulevé, les orphelins sont tenus par les membres proches de leur famille, soit les grands-pères, soit les tantes, les grands frères et autres. Ceux-là, ils peuvent trouver une assistance dans le cas de Makamba. Il y a la grande partie de ces gens dont nous avons fait une rencontre, nous avons fait des échanges. Ils trouvent une assistance en matière de quoi? Surtout les matériels scolaires, surtout les intrants agricoles ou bien les matériaux usuels au-dedans de la maison. Et de l'autre côté, il y a les mouvements d'action catholique qui peuvent donner de l'aide à ces familles, à ces enfants. Pour un autre aspect que nous avons pu soulever, nous avons questionné la thématique de solidarité familiale. Maintenant, notre ouvrage date, ça n'a pas encore totalisé une année. En 2023, nos intervenants, nos interviewés affirment que les solidarités familiales ne sont pas toujours de mise. Vraiment, on dit, notre travail montre que les solidarités des familles vont, je dirais, vont de moins en moins. Ce n'est pas toujours florissant comme dans les années antérieures. Alors, comme votre question essaie de savoir qu'est-ce qui peut advenir lorsque cette aide stoppe. Les problèmes qui surgissent, c'est que ces enfants peuvent arrêter la scolarité. Quand un enfant est privé de la scolarité, c'est que son avenir est incertain. Normalement, un enfant devait suivre les autres instances de socialisation comme tout le monde, mais à cause de la mort de ses parents et aussi à cause du manque de cette aide, alors sa vie est remise en question. Aussi, il peut être exposé à l'exploitation. Si c'est une fille, elle peut chercher à être employée comme une bonne ou bien une vendeuse quelque part. Alors, à cause de cette situation, de son statut d'enfant, une majeure, elle peut être exploitée sexuellement ou bien en lui faisant travailler dur alors que son âge ne le permet pas, alors que sa condition physique ne le permet pas. C'est ce que je peux dire comme des choses qui peuvent lui survenir alors qu'il devait être protégé, cet enfant. Merci. Christophe, aujourd'hui vous avez rédigé un livre très intéressant que celui qui pourrait le lire peut tirer une leçon. Alors, qu'est-ce que vous conseillez les gens qui n'aiment pas la lecture
qui n'aiment pas les livres? En premier lieu, l'esprit ou bien l'amour des livres, l'amour de la lecture, c'est un style de vie. C'est aussi une source de connaissances. Quand vous lisez, quand on lit, on voyage en restant dans une localité. Par exemple, vous lisez, vous êtes à Mutanga ou bien vous êtes à Nyakabiga, vous pouvez apprendre beaucoup de choses qui existent sous d'autres cieux, dans les autres lieux. C'est aussi en lisant que l'on peut trouver, on peut voir comment les sociétés ont évolué. C'est en lisant aussi qu'on peut trouver quelques remèdes que les gens ont trouvés à des problèmes, même dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la santé, vous pouvez lire et découvrir qu'au Moyen-Âge, il y a eu une épidémie de grippe en Europe. Alors que mais en lisant le livre que vous avez rédigé. Oui, même en lisant notre ouvrage, les autres personnes peuvent trouver des choses intéressantes parce qu'on ne peut pas connaître tout. On a toujours besoin d'apprendre des choses. Celui qui trouve ça intéressant, il peut chercher des livres, soit sous format physique ou bien sous format virtuel. Ça existe aussi le livre numérique, c'est aussi intéressant. C'est aussi une manière de préserver l'environnement. Vous savez, si vous lisez un ouvrage physique, c'est qu'un livre physique, il a été obtenu après l'abattage des arbres qui pouvaient nous aider à, encore une fois, entretenir notre environnement. Mais le livre numérique, ça existe sur le web et ça ne pollue pas l'environnement. C'est ça ce que je peux dire. À propos de l'amour de la lecture, vous savez, les gens, on aime des choses différentes. Il y a des gens qui sont passionnés du football. Il y a aussi des gens qui sont passionnés du cinéma. Il ne faut pas les forcer à aimer les livres parce que même s'ils le feraient, ça ne porterait pas de rendement. Il faut que chacun, je dirais, emprunte son chemin. Aux passionnés de la lecture, continuez à lire, ça peut amener un bon rendement. Ça aide beaucoup, ça édifie en matière de connaissances, ça édifie aussi en matière de liens sociaux, parce que moi je connais les auteurs dont j'ai lu les livres et puis j'essaie de les joindre sur les réseaux sociaux, soit les comptes Twitter, les comptes Facebook, les comptes Instagram, et puis nous communiquons et je leur fais part de mes considérations à propos de leur œuvre et puis nous échangeons des expériences comme ça. La vie continue, on se forme et on interagit. Merci. Christophe, pour terminer notre émission d'aujourd'hui, le Burundi, notre pays, s'est déjà fixé une vision à atteindre 2040-2060. Alors, en tant que monsieur chercheur, comment est-ce que la lecture des livres peut contribuer à intervenir? Comment est-ce que la lecture des livres peut intervenir à atteindre cette vision? Merci pour la question. La lecture, c'est important. C'est important pour atteindre la vision fixée par le gouvernement, dans la mesure où même la vision, c'est un document qui est sur les plateformes du gouvernement, aussi des ministères sectoriels. Ouais. Ça a été rédigé par les experts mieux expérimentés. Pour avoir rédigé ce qu'ils ont lu, en écrivant, on reproduit ce qu'on a vu, ce qu'on a pensé. Alors, les gens qui lisent, il faut qu'ils continuent à lire dans des domaines variés. Si vous êtes passionné de l'économie, vous êtes activiste des droits de l'homme ou bien en matière de l'environnement, c'est en lisant que l'on trouve des idées nouvelles. C'est en lisant que l'on trouve des stratégies nouvelles. C'est en lisant aussi que l'on apprend des mécanismes aussi variés. Et je crois que si on ne lit pas, on ne peut pas arriver nulle part. C'est la raison pour laquelle j'exhorte les gens à ceux qui y trouvent de l'intérêt, il faut qu'ils continuent à bosser là-dessus.
Je vous remercie, Monsieur Christophe, de répondre à l'invitation du journal Agaseke BTV. C'est moi qui vous remercie. Chers amateurs et amatrices de l'émission Somsoubi, à la prochaine.